Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 et Actu Matin. Merci de démarrer votre journée, cette journée du mardi 10 novembre 2020 avec nous. La matinale s'installe chez vous. Wahabali Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. On vous retrouve dans un instant pour les unes des journaux. Mais en attendant, le sommaire après sa publication, voici la polémique au sujet des emplois créés au Bénin, la rupture sous la rupture de 2016 à 2020. Dans l'opinion et sur la toile, le débat se mêle. Les plus de 800 000 nouveaux emplois formels et informels créés en 4 ans ne font pas l'unanimité. Les données de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel et de la comptabilité nationale sont diversement appréciées. Parole ce matin à l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique qui a révélé les données. Nous aurons l'éclairage de Laurent Maounou Roussa, notre invité du jour est le directeur de l'INSAE. Et cela se précise au fil des jours. Patrice Talon effectue une tournée à l'intérieur du pays. Cette semaine, le chef de l'État est attendu dans plusieurs communes. C'est une tournée inédite vu que ces déplacements sont rares depuis son accession au pouvoir. Il est annoncé à Parakou. Ce sera la deuxième fois qu'il mettra officiellement les pieds dans cette ville depuis 2016. Que va-t-il faire à Parakou? Que va-t-il dire? Des questions au cœur du forum de tout à l'heure. L'actualité ce mardi fait cas de la session budgétaire en cours à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre d'État chargés du plan et du développement se sont entretenus avec les députés sur les grands projets d'investissement contenus dans la loi des finances gestion 2021. 230 projets et programmes sont prévus pour être exécutés en 2021. Les ambitions de l'équipe gouvernementale en fin de mandat sont grandes. La presse en parle un peu comme le quotidien Fraternité dont vous découvrirez la une avant le contenu en fin d'édition. Dans la revue de presse assure donc les unes des journaux avec Wahab Ali Para. La fonte labiale, encore appelée bec de lièvre au sommaire ce matin. Votre chronique santé de retour. Eh bien, nous aurons Zakiat Latunji dans la deuxième partie d'Actu Matin. Son invité, Dr Martin Ossé, est chirurgien. Il nous apportera des précisions sur cette malformation de la face. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Actu Matin s'installe chez vous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24 ou que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà que nous offre la presse nationale dans sa livraison du jour. Eh bien, nous le saurons avec vous. Oui, bonjour Christian, bonjour à tous. Le gouvernement était présent hier donc au Parlement en vue de présenter aux députés le programme d'investissement public exercice 2021. Le quotidien de Ménotin nous en parle un peu comme d'autres parutions. Le quotidien de Ménotin qui titre en effet résilience et relance de l'économie face à la COVID-19, les ambitions de Patrice Talon en fin de mandat, aperçu des exonérations fiscales dans le projet de loi de finances exercice 2021, 230 projets et programmes de développement dévoilés aux députés. Les travaux du nouveau siège du Parlement démarrent en 2021. C'est Fraternité qui apporte l'information. Après les élections aux États-Unis, Joe Biden prépare activement sa future présidence. Trump, toujours mutique. Et puis, premier séminaire spécialisé 2020-2021, ESM met le cap sur l'excellence. Et puis, admis à la retraite à la clé de la réussite, Apollinaire Defodji, honoré par le fondé, le professeur Omer Adandéjan. À la une maintenant de la Nation, projet de PIP 2021, plus de 579 milliards de francs CFA d'investissement prévus.
Alain Orula, ministre porte-parole du gouvernement, le Bénin se construit pour le bien-être de tous. Et puis réhabilitation du siège de la Cour constitutionnelle, les bâtiments prêts pour être livrés en décembre prochain. La cloche à présent. Le chef de l'État a attendu ce jeudi à Parakou que cache la descente de Patrice Talon dans la cité des Kobourou, s'interroge le journal. Et puis Bénin, des densification de la politique d'électrification rurale, près de 700 millions de francs CFA décaissés par le président Patrice Talon. Matin libre à présent. Prétester du coronavirus pour interdire tout rassemblement. On rassure les maires du département de l'Ouémé et puis deux présumés cybercriminels interpellés dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Nous apprend Matin Libre. Matin Libre qui poursuit que les démocrates ne vont pas négocier les parrain. Ce sont les propos donc de Léon Arossi sur Gros Plan à propos donc de la présidentielle de 2021. Soleil levant, électrification sous le régime de la rupture. Plusieurs localités de l'Atlantique, Ouémé et Plateau, raccordées au réseau électrique. Et puis, bonne nouvelle, les laboratoires de Pfizer et Biotech annoncent un vaccin contre le coronavirus. Le grand jury, l'ancien conseiller Pierre Réseau, un exemple à suivre. Après son départ spectaculaire de Moël Bénin, Philippe Rousseau accueilli en héros au bloc républicain. Pour le premier tour de la présidentielle 2021 au Bénin, Élie Mévo et les femmes guerrières se mobilisent pour un chaos de talent. Pays émergent, élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football, Jacques Bernard Daniel Anouma, candidat. Et puis visite surprise du chef du 8e arrondissement à Zogbo. Kossi Alain Baguidi découvre les activités des femmes amazones du 9e arrondissement. Voilà Christian, un tour rapide des parutions ce mardi en attendant que la revue de presse de Narcisse Alossé en fin d'émission vienne nous en dire un peu plus. Il y a Fraternité donc qui titre « Résilience et relance de l'économie face à la Covid-19, les ambitions de Talon en fin de mandat ». Voilà, justement, et c'est à découvrir en page 2 du quotidien Fraternité, le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, qui était à l'Assemblée nationale hier pour présenter le programme d'investissement public 2021, 230 projets et programmes en 2021 contre 220 en 2020, au total 579,235 milliards de francs CFA contre 476,718 milliards de francs CFA à l'Assemblée nationale hier également. Le ministre de l'économie et des finances, Romial Wadaï, qui est allé présenter le projet de loi des finances gestion 2021 aux députés à l'Assemblée nationale. Le quotidien Fraternité qui nous informe que 3 personnes d'une même famille ont été assassinées. Les auteurs sont introuvables. Un homme de 70 ans environ, une fillette de 4 ans et une femme de 42 ans ont trouvé la mort dans un village, le village de Yitapo, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Natitengu. Les auteurs sont actuellement en fuite. Alors, le 9 novembre de chaque année, il est célébré la journée mondiale des stagiaires. Hier, nous étions donc le 9 novembre. Le journal Fraternité qui a accordé la parole aux stagiaires en page 11. Je vous propose de découvrir leurs avis sur les stages. Vous avez été stagiaire aussi une fois dans votre vie, Waham Alikpara? Oui, pour ne pas dire plusieurs fois. J'ai fait mon stage à la radio nationale, n'est-ce pas, à l'OETV et à la télévision nationale également avant le recrutement. Mais bon, pour des raisons de conviction personnelle, j'ai fait l'option de venir à Canal 3 Bénin. Voilà, avant de faire son stage, il faut d'abord passer par une école et Fraternité qui nous parle de ce premier séminaire spécialisé au titre de l'année 2020-2021 de l'école supérieure de management qui est en train de mettre le cap sur les
excellence. Alors, et vous avez été stagiaire aussi? Oui, Christian, j'ai été stagiaire. J'ai fait mon stage. Bon, j'ai fait Gang en production, c'était un stage académique. J'ai fait LC2, c'était aussi un stage académique. J'ai fait la radio, Radio École, c'est à Vacpa, à Porte-Nouveau, je crois. Okay. Bon, avant de venir ici. Avant de venir à Canal 3, c'est un gros parcours. Hein, votre curriculum vitae est bien chargé là. Alors, on reste avec vous, Ingrid Day, pour rapidement présenter les titres du mini-journal que nous aurons tout à l'heure. D'accord. Bonjour à tous au sommet de l'actualité. Grande mobilisation des Républicains à Djidja, séduits par les réalisations du chef de l'État. Les militants du Parti Bloc républicain de cette localité réaffirment une fois encore leur engagement aux côtés du président Patrice Talon. C'est à la faveur d'une sortie médiatique effectuée week-end dernier. À suivre également la célébration de la journée de fidélisation des donneurs bénévoles de sang des départements du Zou et des Collines. Occasion pour eux de saluer l'engagement des hommes et femmes qui s'évertuent à sauver des vies. Voilà, le développement de ces titres, c'est dans un instant. Avec vous, Ingrid Day, mesdames et messieurs, restez en place. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Information en images et c'est à partir de cet instant sur Actu Matin. Patrice Talon, candidat désigné du Parti Bloc républicain à la présidentielle de 2021. Cette décision du bureau politique national est applaudie par les militantes et militants de Djidja à travers une sortie médiatique le week-end dernier. Ils ont réitéré leur engagement aux côtés du président de la République. Ils l'invitent par ailleurs à poursuivre les nombreux chantiers ouverts dans leur site. Et on va retrouver Inette Hélène Amoussou pour les détails. Face au monde, ils manifestent leur approbation quant à la dernière décision prise par le bureau politique national de leur regroupement politique. Ces militantes et militants du bloc républicain de la commune de Djidja saluent la désignation de Patrice Talon comme candidat du parti du Cheval Blanc à la prochaine présidentielle. L'intéressé, affirme-t-il, est ambitieux. Il a la fibre du patriotisme et a fait depuis presque 5 ans ses preuves de bâtisseur. Monsieur le Président, nous voudrions saluer en vous un grand serviteur de l'État, travailleur infatigable, un homme de devoir, respectueux de la République et de ses valeurs. En 4 ans de gouvernance, son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, a opéré d'immenses réformes salutaires. Aujourd'hui, qui peut refuser que l'eau potable n'est pas accessible sur toute l'étendue du territoire national? Qui peut mentir sur l'assainissement du cadre de vie? Qui peut douter des records dans la construction des infrastructures routières? L'homme de tous les records, c'est Patrice Athanase Guillaume Talon. Admiratif des résultats des nombreuses réformes et investissements du régime, les filles et fils de Djidja se disent prêts à mettre en selle le chantre du nouveau départ pour encore 5 ans. Toute considération partisane et politique exclue, la sortie de ce samedi à la Maison des Jeunes de la localité est objective. Selon les organisateurs, le président Patrice Talon a entamé une œuvre de construction de la nation et il a l'obligation morale de la poursuivre et de l'achever. Je crois qu'avec cette activité, le chef de l'État est dans l'obligation d'accepter, de nous accompagner. Je voudrais demander à toutes les filles et les fils de la commune de Djidja d'être unis pour soutenir le chef de l'État. En ce qui concerne notre commune, la commune de Djidja, nous avons bénéficié du bitumage de la voie
Abomey Djidja et Boykon Djidja, dont les travaux sont en cours de réalisation. Nous remercions vivement le chef de l'État et profitons de l'occasion pour demander que les bonnes choses ne s'arrêtent pas en si bon chemin. La route Djidja-Tchéti reste encore notre grand souci. Et tant que cette route n'est pas bitumée, les populations de Djidja ne veulent pas voir se reposer notre cher président Patrice Talon. Résolument, la troupe des cavaliers de Djidja se remobilise. Les responsables communaux, à l'occasion, ont appelé les participants à la rencontre à la dissémination de la nouvelle de la désignation de Patrice Talon par le bloc républicain. La démarche vise, selon eux, à amener les militantes et militants à commencer par affûter les âmes, convaincre les populations de la justesse de la décision et à farouchement œuvrer pour sa concrétisation. Et nous irons maintenant au port autonome de Cotonou pour vous parler des élingueurs. Ce sont ces personnes qui assurent les chargements et déchargements de matériaux des navires. Ils saluent les réformes opérées par le régime en place. N'est-ce pas, Ingrid? Oui, Christian, des réformes qui, selon eux, ont apporté beaucoup d'améliorations à leurs conditions de travail. C'est alors qu'ils n'entendent pas marchander leur soutien au chef de l'État. Ils l'ont fait savoir à la faveur d'une sortie médiatique dimanche à l'Infosec de Cotonou. Voici le point avec Nassis Alossé et Moufid Sabourin. Un peu comme les travailleurs de bien d'autres secteurs d'activité, les élingueurs officiant sur la plateforme portuaire de Cotonou disaient être impactés positivement par les réformes opérées au Bénin depuis 2016. Et ils ont tenu à s'adresser au chef de l'État. Car notre condition de travail est l'une des meilleures au port de Cotonou. Vos réformes nous ont émerveillés et ont amélioré un tant soit peu nos conditions de vie. Aujourd'hui, je pense que dans le port autonome de Cotonou, nos activités se portent bien. Cette sortie effectuée devant micro et caméra a surtout valeur d'une reconnaissance à l'endroit du président de la République, auteur, selon eux, d'un courage à toute épreuve depuis son élection à la tête du Bénin. Un courage avec une rigueur dans la gestion de la chose publique qui apporte une transformation et des changements qualitatifs dans le pays. Merci pour tout ce que vous faites avec engagement et audace dans ce pays. On n'a pas besoin d'une loupe pour constater la métamorphose. Ça frappe à l'œil. Nous sommes arrivés ici pour lui donner notre soutien indéfectible dans cette réforme portuaire. Un soutien réaffirmé un peu pour dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ces hommes et femmes souhaitent surtout la continuité dans la gestion du pays pour plus de réformes qui apportent le mieux-être aux populations. Nous avons désormais de belles routes. Notre quotidien est agréable. Quand nous sortons de chez nous, c'est agréable de circuler simplement. Et par rapport à son ambition d'élever le Bénin, je pense qu'effectivement, il a besoin qu'on le soutienne, qu'on le pousse, qu'on lui permette de concrétiser son rêve pour nous. Le rêve de voir le Bénin grandir davantage dans le concert des nations. Les élingueurs, ce sont ces acteurs portuaires qui manipulent les conteneurs à marchandises. Il s'agit de l'exercice de transfert des conteneurs, des navires aux camions. On change de cap à présent. Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se donnent rendez-vous du 7 au 11 décembre pour la traditionnelle revue annuelle de leur performance. En prélude à l'événement, le Bénin procède à son auto-évaluation et c'est à la faveur d'un atelier préparatoire organisé hier à Cotonou. On retrouve Nassis Alossé. Malgré le contexte sanitaire lié à la Covid-19, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine entendent honorer leur traditionnel rendez-vous de revue annuelle des performances économiques. Le Bénin se prépare à ce rituel avec cet atelier national dont le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances rappelle les enjeux. Mesdames et messieurs, l'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier qui se déroulera sur 2 jours
loin d'être une rencontre de plus, permettra aux acteurs que vous êtes de faire le point de mise en œuvre des actes communautaires dans vos différents secteurs et vous préparer à améliorer le score du Bénin à la prochaine revue. 2 jours donc pour préparer son attelage. Ainsi, le Bénin va contribuer à l'harmonisation des pratiques au sein des unions communautaires afin de bénéficier des avantages de son appartenance aux institutions sous-régionales que sont l'UEMOA et la CEDEAO. Souvent, les gens se posent la question, pourquoi est-ce que dans le même espace, il y a un grand ensemble, un sous-ensemble avec les mêmes objectifs d'intégration? Mais ce que nous répondons, c'est que si les plus hautes autorités ont décidé de mettre en place ces structures, c'est que les deux ont leur raison d'être. Ce que nous pouvons faire, c'est de travailler à la convergence entre les deux intégrations régionales pour que, évidemment, on évite des chevauchements et des doublons. Les conclusions issues de ces 48 heures de réflexion vont permettre d'analyser la situation du Bénin au cours de la traditionnelle revue annuelle prévue du 7 au 11 décembre prochain. Ces assises préparatoires, elles, prennent fin ce mardi. Voilà, on passe maintenant à la présentation officielle de la plateforme du système intégré de gestion des marchés publics, SIGMAP. C'est la Direction nationale du contrôle des marchés publics qui a procédé hier à cette présentation. On fait le point. La Direction nationale du contrôle des marchés publics vient de mettre en service une nouvelle version de la plateforme du système intégré de gestion des marchés publics, SIGMAP. C'est dans le but de créer plus de fluidité et rendre facile l'utilisation de la plateforme que ces modifications sont apportées. Et cette séance est le créneau choisi par les autorités du ministère de l'économie et des finances et les responsables de l'organe national de contrôle des marchés publics pour présenter et expliquer aux acteurs de la chaîne le bien fondé de ces réformes apportées 5 années après le lancement de la première version. Mais après 5 ans d'exploitation, d'utilisation de cette plateforme, on s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses insuffisances qui caractérisaient cela. Donc il fallait, à l'issue des différentes réformes engagées par le gouvernement de la République du Bénin, procéder véritablement à une refonte de cette plateforme intégrée de gestion des marchés publics et notamment aussi pouvoir y implémenter les nouvelles procédures de passation des marchés publics qui découlent de la révision du Code des marchés publics intervenue en 2017. Donc à ce niveau, il faudrait clairement vous préciser que nous avons intégré de nouvelles procédures comme les gré à gré à l'intérieur, comme les demandes de cotation, comme les demandes de renseignements et de prix. La mise en place de la nouvelle version de la plateforme du système intégré de gestion des marchés publics est un long processus démarré depuis 2018. Et pour vulgariser l'utilisation du SIGMAP, une série de formations est prévue aux utilisateurs des parties contractantes. Au demeurant, la cérémonie de ce matin précède l'organisation de 14 sessions de formation de 5 jours ouvrables, chacune à l'intention de 487 acteurs des marchés publics, PRMP et CCMP, en provenance de 248 autorités contractantes, à savoir les ministères, les institutions de l'État, les sociétés, agences et offices de l'État, ainsi que les communes et les préfectures. Cette nouvelle version de la plateforme du SIGMAP permettra d'atteindre les différents objectifs de performance assignés à tous les organes chargés de la passation des marchés publics au Bénin. Sa mise en œuvre est conduite par l'Agence des services et des systèmes d'information, ASSI. Les donneurs bénévoles de sang des départements du Zou et des collines étaient à l'honneur week-end dernier. Cette journée de fidélisation des donneurs bénévoles de sang vise à saluer l'engagement des hommes et femmes déterminés à sauver des vies. Honorés, ils invitent d'autres volontaires à leur emboîter les pas. On fait le point avec Imetelena Moussou. Instaurée en l'honneur des donneurs de sang bénévoles, la célébration témoigne de la reconnaissance des autorités à l'endroit de ces derniers. La journée de fidélisation des donneurs bénévoles encourage et félicite l'engagement, la qualité ainsi que la constance de l'acte que posent ces hommes et femmes qui aident à sauver des vies. L'événement a mobilisé cette année autour des responsables du Zou et des collines, de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, ceux des démembrements communaux, mais aussi les agents de santé, membres des structures étatiques en charge de la sécurité transfusionnelle.
professionnels. Il va de soi qu'en tant que donneur de sang, qu'on se sente différent des autres concitoyens. C'est parce qu'on a compris qu'il faut affirmer sa responsabilité. Sa responsabilité pour que le prochain qui sera dans le manque de sang puisse quand même être sauvé. Sans vous, nous savons donc combien de difficultés nos malades rencontreront donc dans leur état donc de santé. Mais dans le zoo et les collines, nous avons remarqué très visiblement les efforts que vous déployez chaque fois et toutes les fois. Nous notons l'accroissement que vous enregistrez sans cesse dans les 2 départements. Nous voudrions vous remercier. Cette édition de la journée de fidélisation est placée sous le thème « Donner son sang, un acte de responsabilité ». Actif à travers sensibilisation, quête de partenariat et autres, le bureau régional Zou-Colline de l'Association des donneurs de sang a porté ces dernières années le nombre de bénévoles des départements à 900 personnes. Cet effort d'augmentation de 300 nouveaux venus est salué par plusieurs. Lorsque nous nous retrouvons à cette séance, nous ne pouvons que vous féliciter. C'est difficile d'être à la tête, d'être premier, parce que il faut travailler pour mériter cette place. Et c'est en cela que je voudrais vous encourager, vous féliciter. Et vous demander de maintenir cet élan qui vous honore, mais cet élan qui sauve plusieurs vies, des milliers, des centaines de vies. Je suis content parce qu'il y a 4 ans, nous avions environ 600 donneurs fidèles, mais en 2020, nous avons pu atteindre environ 900 donneurs. Comment faire pour que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on puisse atteindre 1500, 2000, 2500, pourquoi pas plus? C'est facile d'être premier. Ce qui a lieu de reconnaître, c'est comment faire pour garder toujours la première place. C'est ça notre terrain de bataille maintenant. Malgré tout ce que nous faisons, il reste encore des besoins exprimés non couverts. Sobre et conviviale, la célébration pour des raisons de sécurité sanitaire n'a pu rassembler tous les intéressés. Les manifestations seront démultipliées dans les différentes communes des 2 départements. Les festivités d'Abomey ont été l'occasion de collecter quelques poches de sang et de renouveler le bureau régional Zou-Colline de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin. Georges Nimadi a été reconduit pour faire encore un mandat de 4 ans. Éducation à présent, de nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. Il s'agit des étudiants de l'Institut supérieur de management et de technologie Saint-Salomon qui, après 3 ans de formation, ont reçu leurs attestations. Le point de la cérémonie dans ce reportage de Teddy Godalo, présenté ici par Nassi Salossé. Il a fallu 3 années de dur labeur pour ces étudiants de l'Institut supérieur de management et de technologie SIS à Cotonou pour être détenteurs de ces attestations de fin de formation. Un couronnement des efforts qui enchantent enseignants, responsables de l'Institut et parents des récipiendaires ici présents. L'ISMT est une université qui a assuré une formation dans différentes filières. Ce qui caractérise l'ISMT, c'est la discipline, le travail, le succès, la compétence et le leadership. Chers parents, vous ne vous êtes pas trompés en nous inscrivant à ISMT Saint-Salomon. ISMT Saint-Salomon propose à ses étudiants des filières de formation suivantes: finance, comptabilité, audit, gestion des ressources humaines, marketing, communication, commerce. ISMT Saint-Salomon est soucieux du renforcement des capacités de ses étudiants en vue de mieux les armer pour des compétitions victorieuses sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise d'attestation coïncide avec le démarrage des activités académiques au sein de l'Institut supérieur de management et de technologie pour le compte de l'année 2020. Et c'est le moment de rappeler aux étudiants, enseignants et parents leurs devoirs pour le bon déroulement des cours. À l'égard des parents, la rentrée ne peut être effective si les frais de formation et les frais d'inscription ne sont pas payés. Il en est de même les fournitures scolaires. Et quant aux étudiants, c'est d'abord le respect des règles de l'établissement, la présence au cours,
bien entendu, à l'heure. Quant aux enseignants, ils doivent exécuter la masse horaire. Donc chaque enseignant doit jouer pleinement sa partition pour que le résultat ou les objectifs poursuivis soient atteints. Lors des examens organisés par l'État béninois, ISMTC Salomon a obtenu pour la licence professionnelle 78% pour la première édition en 2018, 85% pour la deuxième édition en 2019 et pour l'édition 2020, nous espérons suivre la progression pour plus de 90%, pourquoi pas les 100%. De nouveaux défis restent donc à relever pour hisser haut l'étendard de l'Institut supérieur de management et de technologie. Tous les magnons sont conviés à jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs. La paroisse Saint-Benoît de Sandianando a célébré dimanche 125 années d'existence. Une messe d'action de grâce a été célébrée à l'occasion par Eugène Cyril Hundékon, évêque du diocèse d'Abomey. Plusieurs autres activités ont meublé les festivités, nous rapporte Hélène Monceau. Événement grandeur nature ce dimanche à la paroisse Saint-Benoît de Sandianando. Les fidèles en liesse célèbrent le 125e anniversaire de l'arrivée des missionnaires dans la région. Prières, chants et danses ont marqué les festivités. Deuxième du Dahomey après celle d'Agoué, la paroisse Saint-Benoît raconte l'histoire était un camp de formation des Amazones. L'espace à l'avènement des missionnaires a été récupéré et sanctifié. Aujourd'hui, nous célébrons le 125e anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires sur notre terre à Gonli-Sandianando. À l'arrivée des premiers missionnaires, ils se sont d'abord installés de l'autre côté du goudron actuel, après le calvaire, le quartier appelé Romboji. Et c'est plus tard que ne pouvant pas trouver un site favorable en ce lieu, ils ont trouvé un refuge favorable sur ce site qui était le camp des Amazones au temps des rois. Singulière, la fête a mobilisé les filles et fils de Sandianando. Elle est l'occasion de renouveler la foi en la chrétienté. Le curé de la paroisse a profité pour lancer un appel à l'union et à la cohésion dans la région Agoli. C'est d'abord, selon moi, une prise de conscience pour que l'œuvre missionnaire ne s'arrête pas, mais au contraire que cette œuvre missionnaire-là se poursuive toujours pour que nous aussi, nous soyons formés selon l'esprit missionnaire pour qu'à notre tour, nous puissions emboîter le pas aux missionnaires et faire davantage selon les exigences de notre temps. Donc nous n'avons pas à croiser les bras pour la mission. Pour la circonstance, une messe d'action de grâce a été dite. Elle a été célébrée par l'évêque du diocèse d'Abomey. Monseigneur Cyril Hundékon est assisté d'un collège de célébrants. Cet anniversaire a été l'occasion saisie pour poser la pierre qui lance les travaux d'aménagement d'un espace vert. Baptisé Cardinal Bernardin Ganti, le lieu sera dédié au recueillement. Il faut préciser que les réjouissances ont démarré la veille avec un concert spirituel animé par toutes les chorales de la paroisse. Fin de cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour un autre numéro. Voilà. Nous vous disons également merci Ingrid, très bonne journée. Et du mardi à vous, retour sur l'actualité tout à l'heure à 13h avec Zakiat Latoudji à la présentation. Zakiat que nous aurons d'ailleurs ce matin sur Actu Matin. Dans la chronique santé, on parlera de la malformation de la face, la fente labiale encore appelée bec de lièvre. Elle recevra Dr Martin Osei, les médecins chirurgien déjà dans nos murs d'ailleurs. Restez donc avec nous. Le forum de discussion, c'est tout de suite avec l'ensemble du plateau. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Monsieur Sidjouami. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans votre déplacement. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Je suis et demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes bar et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout. Et
sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le bac de 6 à 1500 francs. Et pas roulez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Des grandes marques. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. 7h40 sur Canal 3 Bénin. Actu Matin se poursuit et le plateau déjà installé. André Dossa, Wahab Alikmara, Akime Sedou, Sénierman Parfait, Anembossou. Bonjour messieurs. Bienvenue en plateau. Nous avons beaucoup de sujets à aborder ce matin. D'abord, nous allons commencer ce matin par cette tournée annoncée du chef de l'État Patrice Talon qui va à l'intérieur du pays. Il est attendu précisément à Parakou. Je m'en vais partager avec vous une partie de ses propos. Il le disait, et c'était en novembre 2016 quand il était à Parakou pour sa toute première visite. Il disait ceci, je cite, « Mon épanouissement professionnel s'est exprimé à partir de Parakou comme carrefour. Je me sens redevable de Parakou et je désire la marquer au cours de mon mandat. » Alors, 4 ans, pratiquement 4 ans après ces propos, Patrice Talon qui repart à Parakou, Akime Sedou Ouseni, était-il temps que le chef de l'État descende sur le terrain? La réponse coule d'elle-même. Je crois qu'il a trop attendu. Depuis 2016, novembre 2016, et c'est enfin en novembre 2020 que le chef de l'État, après ce que vous avez lu, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais quand on doit normalement interroger, je dirais les propos tenus à Parakou, on peut dire que bien ça a trop duré. Si on a voulu faire de Parakou, je dirais, tout ce symbole, on n'attend pas 4 ans après avant de retourner à Parakou.
On me dira peut-être qu'il n'avait pas besoin d'y être et que les actions parleront d'elles-mêmes, mais toujours est-il que la chaleur humaine fait de telle sorte qu'à un moment donné, votre interlocuteur arrive à appréhender le degré d'amour et puis de sympathie, d'affection que vous lui portez. Qu'à cela ne tienne, on me dira que mieux vaut tard que jamais. Il est annoncé pour être à Parakou, mais il faudrait quand même contextualiser le déplacement de Parakou. C'est une évidence que Patrice Talon est resté pendant longtemps un peu à la marina, sans descendre dans des localités comme ce fut le cas avec son prédécesseur. On me dira que c'est la marque Patrice Talon, d'accord. Mais dans un contexte politique, il y a que parfois, les populations ont envie d'échanger avec, je dirais, le chef d'État. Et donc, enfin, Patrice Talon sera à Parakou. Une descente qui fait suite à l'une de ces descentes, la dernière, bien entendu, dans les marchés en construction, au niveau donc de Cotonou, bien évidemment. Et c'est aussi vrai que, quand on veut rappeler aussi les faits, la descente dans les marchés fait suite aussi à une marche des femmes du marché. Je dirais ici que quand on a souvent l'habitude de dire que ce que femme veut, Dieu veut, je crois que ça se sent à travers ce qui se fait en ce moment. Il a fallu que les femmes marchent et qu'elles sollicitent peut-être que Patrice Talon descende et qu'il descende sur le terrain. Et cela, Parakou, certainement pour échanger avec la population de Parakou sur bien de choses, parce que bien évidemment, n'oublions pas, Christian Dandian, que le chef d'État lui-même, il a dit, eh bien, le contexte actuel, c'est un contexte, bien évidemment, où dans ses propos, il a fait état de ce qu'il reste impopulaire. On ne reste pas impopulaire alors même qu'il y a une joute électorale qui est en train de s'annoncer. Donc, il y a comme une recherche de sympathie populaire qui peut expliquer, bien entendu, la descente à l'intérieur du pays du chef d'État. Les réactions à la suite de ce premier commentaire d'Hakim Seydou Seni, oui, André Dossard. C'est fait exprès, 4 ans après, que Patrice Talon reparte sur Parakou. Je crois que vous avez bien fait. En tout cas, c'est assez opportun de rappeler cette phrase de Patrice Talon, ses propos à l'endroit de la population de Parakou qu'il avait rencontré donc au début de son ministère à la tête de notre pays, de sa gouvernance. C'est à Parakou, oui, effectivement, que son épanouissement personnel a démarré. C'est aussi à Parakou qu'il est allé faire un pari avec la population béninoise, qu'il est allé solliciter l'accompagnement de la population, le sens du sacrifice de la population pour la gouvernance, mettons, d'austérité qu'il s'en allait, n'est-ce pas, mettre en œuvre cette gouvernance qui nous demande, exigea de nous de serrer, n'est-ce pas, notre ceinture. Effectivement, la suite est-il encore utile de le raconter ici? Ça aboutit à ce que nous savons aujourd'hui. Et lorsqu'il veut démarrer une tournée nationale, à quelques heures donc de l'heure du bilan, et qu'il décide de retourner dans cette même ville de Parakou, moi j'ai le sentiment qu'il est en train d'aller faire le point. Il est en train d'aller faire le point pour demander à cette même population, est-ce que finalement j'ai eu raison de vous demander donc de bien vouloir serrer la ceinture pour que nous accomplissions ensemble de grandes choses. En tout cas, que nous portions le niveau de développement de notre pays, en tout cas assez haut. Est-ce que, alors finalement vous aussi, m'avez écouté en m'accompagnant, en faisant donc ce sacrifice. Voici par exemple cette ville de Parakou, ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Ce que j'ai pu accomplir dans cette ville et dans beaucoup d'autres du pays. Il me semble que ce déplacement de chef de l'État ne devrait pas se limiter seulement à la ville de Parakou. Il y a un autre endroit où il a promis aux populations, écoutez, laissez-moi d'abord prouver accomplir des actes qui peuvent me faire mériter le titre de Agbono. Sans doute qu'il ira aussi dans ces localités-là pour interroger la population pour savoir est-ce que finalement j'ai eu raison ou pas. Je crois que, je ne pense pas non plus que fondamentalement, lorsque Patrice Talon décide d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de sa population, qu'il soit vraiment fondamentalement à la quête d'une quelconque popularité. Lorsqu'il sort quelquefois, rarement, il sort d'un Cotonou pour aller sur le chantier, nous voyons un peu la ferveur de la population, combien les gens l'accueillent. Je pense que le débat de la popularité ou non, de mon point de vue, ne se pose plus. En tout cas, s'il se pose, il y a les unes bientôt, mettons dans 6-7 mois, pour le prouver. Vous êtes allé loin, c'est Mathieu Kérékou ne fut pas, et pour faire un peu d'histoire, je vais en finir à ce niveau-là,
Kérékou ne fut pas, n'est-ce pas, très fréquent sur le terrain non plus, mais il dirigeait quand même le Bénin. Il est resté pendant longtemps cloîtré au palais. Son successeur a fait tout à fait le contraire. Chacun a allé à son école, chacun a sa méthode. Celle de Patrice Talon est aujourd'hui là qu'on va apprécier, qu'on va évaluer, et il nous offre à travers ces voyages-là l'opportunité de on vous écoute, Wahab Ali Para. Occasion du bilan pour Patrice Talon, quête de popularité pour lui. Que va-t-il faire à Parakou? Non, je voudrais pas poser. Ils ne sont pas dans son agenda. Oui, je ne voudrais pas poser le problème en termes de popularité. En termes de quête de popularité pour Patrice Talon, c'est vrai, lui-même il reconnaît et assume son impopularité, mais je pense que le baromètre d'évaluation donc de la popularité de quelqu'un, c'est beaucoup plus dans les urnes et non une combinaison de foule, de population qui sortent pour acclamer un chef d'État, fut-il mauvais ou fut-il mauvais gestionnaire. Quand il sort, il y a cette curiosité de sortir et de voir qui est ce beau gars ou qui est le con qui est sorti. En tout cas, il y a cette effervescence des populations à l'effet donc d'aller constater à quoi il ressemble au-delà des caméras, des écrans où on le voit. Mais je pense que Patrice Talon, pour avoir annoncé en 2016, je crois que c'était pratiquement 7 mois de sa prise de service, n'est-ce pas, pour avoir annoncé aux populations de Parakou son amour, l'heure était venue de repartir. Patrice Talon avait habitué les populations ou les Béninois, en tout cas lors de la campagne, à des mobilisations massives. Ce contact-là, cette chaleur humaine que beaucoup préféraient. Mais une fois élu, il s'est plus ou moins enfermé dans les 4 murs de la présidence. Beaucoup plus sur le terrain, à travers ses ministres, à travers les actions qu'il pose. Donc, il y a des actions, les réalisations qui parlent au nom de Patrice Talon. Mais il y a la chaleur humaine que souhaitent les populations. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est à Parakou qu'on a invité les populations béninoises à serrer la ceinture. Je pense que le niveau de la ceinture a évolué. Le niveau de la ceinture a évolué et qu'aujourd'hui, avec la sortie de Patrice Talon en début du mois, je crois que c'était le 3 novembre dernier, on a vu à quel niveau il faut attacher désormais les choses. Je pense que cette interprétation, Patrice Talon a le devoir. En tout cas, les populations de Parakou attendent de Patrice Talon qu'il vienne leur faire plus ou moins un point. Oui, des 4 murs de la présidence de la Marina, n'est-ce pas? On annonce des réalisations. Les voies ont été réalisées. Parakou est une ville très jolie, attrayante et attirante aujourd'hui grâce aux efforts de Patrice Talon. C'est à Parakou que Patrice Talon a annoncé aux populations, n'est-ce pas, que presque toutes les voies seront asphaltées. Les pavés vont passer par ici, le goudron va passer par là. Je pense que l'heure est venue d'aller constater ce que le ministre des Infrastructures, ce que le ministre du Cadre de Vie sont allés faire à ce niveau. Sans oublier les questions d'énergie, de l'eau potable et autres. Toujours est-il que les populations attendent Patrice Talon, n'est-ce pas, pour que l'amour annoncé, n'est-ce pas, en 2016 puisse davantage être célébré. Je vais vous donner la parole à Wahab Ali Para. Oui, on vous écoute. Erwan Parfait, nous sur cette visite annoncée du chef de l'État. Oui, Parakou, en novembre 2016, Patrice Talon disait que c'est Parakou qui a marqué son épanouissement professionnel. Oui. Et ce qu'on retient de Parakou, c'est là-bas qu'il a annoncé également qu'il fallait serrer les ceintures. Et Wahab a bien fait de rappeler le niveau de serrage de ceinture. Et peut-être que c'est maintenant qu'il veut nous annoncer comment est-ce qu'il faut desserrer la ceinture. Parce que justement, vous avez dû constater sur le terrain qu'il y a les microcrédits à la FIA qui ont repris vie. Il y a beaucoup d'actions qui militent un peu en faveur du social et qui font penser à certains observateurs que on est en train de desserrer légèrement les ceintures. Ce qui va intéresser à Parakou, c'est le discours de Patrice Talon. Parce que, n'oubliez pas, nous étions à Parakou en décembre, où des populations des faits fonds de Parakou ne savent pas qui est l'actuel chef de l'État du Bénin. Et donc Patrice Talon à Parakou pour pouvoir leur dire, oui, après, au bout de 4 ans, c'est moi qui suis là, c'est moi qui ai pris les rênes du Bénin, voici à quel niveau j'ai conduit les chantiers. Parakou également parce que justement la population continue de penser que tout ce qui est fait à Parakou émanait de l'ancien gouvernement. Il faut que Patrice Talon puisse retrouver sur le terrain pour dire l'État est un
une continuité, j'essaie de redimensionner des choses, j'essaie de revoir un peu certains chantiers, parce que tel chantier avait été prévu pour être réalisé de cette manière. Voici ce que j'ai apporté comme élément nouveau à ces différents chantiers, parce que justement, il faut travailler à montrer quand même aux populations du Parakou que, oui, la gouvernance, elle est ce qu'elle est. On a serré les ceintures. Ça a donné quoi? Est-ce que ça a donné aujourd'hui ce à quoi on assiste, à savoir l'asphaltage? Et ça qui a permis de faire peut-être certaines choses dans Parakou pour qu'on puisse entendre Patrice Talon nous dire... Alors, finalement, vous pensez que c'est un symbole pour lui de repartir à Parakou, et tout cela va se faire à travers le discours qu'il va tenir face donc aux populations de Parakou. Mais n'oubliez pas que Parakou, c'est quand même la grande métropole du Nord. Au-delà des réalisations faites, il y a quand même de nombreux chantiers qui ne sont pas entamés dans la ville de Parakou, des problèmes qui persistent. Si je prends l'exemple de l'usine de Koteb, par exemple, où les travailleurs sont restés pendant plusieurs années sans réponse aux problèmes qu'ils évoquaient depuis plusieurs décennies déjà. Akime Seydou Seni, est-ce que vous pensez que le discours que le chef de l'État va tenir à Parakou va réussir à apaiser les populations qui certainement l'attendent sur un pied ferme? Oui, si vous parlez d'apaiser les populations, ça veut dire que les populations des griefs contre le président Patrice Talon. Vous êtes dans l'opinion, vous entendez ce que disent les gens. C'est pour ça d'ailleurs que dans la première prise de parole, je disais que pour avoir trop attendu, c'est que Patrice Talon véritablement doit, à travers son discours, réaffirmer à ces populations de Parakou auxquelles il a annoncé ce grand amour qui a payé des éléments pour lesquels il ne s'était pas rendu un peu plus tôt. Parce que quand on dit que Parakou a marqué quelqu'un, c'est qu'on n'y reste pas pour attendre 4 ans avant d'y retourner. Je suis d'accord que chacun a sa méthode, chacun a son style. Et le style Talon, c'est tellement qu'il consiste à faire trop attendre avant de venir rallumer la flamme de la chaleur. C'est peut-être une évidence. Mais toujours est-il que quand on se fait, parce qu'on ne peut pas parler de la descente de Patrice Talon à Parakou sans tenir compte de l'environnement politique. L'environnement politique, c'est que, il y a eu des élections municipales dernières. L'environnement politique, c'est que, au terme de ces élections, ce sont les forces groupes émergents qui ont eu la majorité des conseillers communaux et municipaux. C'est aussi vrai que, il y a eu par la suite des sièges qui ont été invalidés pour qu'enfin, les forces soutenant les actions du chef de l'État se retrouvent être, je dirais, maîtres des lieux. Mais c'est aussi vrai qu'au-delà de ces personnes qui aujourd'hui constituent les responsables du conseil communal, il n'y a que la population a exprimé une conduite, a exprimé sa volonté de vouloir confier la ville à une formation politique bien précise. Ça veut dire alors qu'il y a comme dans le ressenti des populations, comme une désapprobation. Parce que, le seul baromètre de savoir si oui ou non les populations sont en phase avec vous, ce sont, les joutes électorales. Et donc, la dernière joute électorale a apporté la preuve qu'à un moment donné, les populations ont dit attention, M. Patrice Talon, on n'est pas d'accord. Peut-être qu'avec sa descente à Parakou, ces 48 heures venues, il aura certainement à rassurer. C'est pour ça que je parle j'ai parlé de popularité. C'est une évidence qu'on ne peut pas aller à Parakou aujourd'hui sans rassurer les populations. Parce que si on ne le fait pas dans 4-6 mois, comme l'a dit André, on va encore à une autre élection, à une élection présidentielle. Et en ce moment, quand on n'a pas réussi à dire attention, c'est au regard de ça et de ci, peut-être qu'il y a une certaine malcompréhension entre les populations et Patrice Talon. Quand on n'aurait pas réussi à ramollir, à arrondir les angles, c'est que ça peut encore se répéter pour la présidentielle. Il faudra forcément coller cette descente du chef de l'État à l'actualité à venir, c'est-à-dire la présidentielle prochaine. Il n'y a rien à faire, il faut rassurer les populations de Parakou parce que les dernières élections, comme je l'ai dit, on apporte la preuve que les populations de Parakou ne sont pas en phase avec le président Patrice Talon. Oui, réaction. Non, je crois que le trop grand silence, n'est-ce pas, de Patrice Talon et son écart, sa distance avec Parakou a créé un certain désamour à un moment donné, bien que en 2016, Patrice Talon proclamait son affection pour Parakou, à qui on a annoncé bien d'autres projets. Toujours est-il qu'avec les élections communales de mai dernier, n'est-ce pas,
le parti de l'opposition, un parti de l'opposition, Foscori pour un Bénin émergent, se trouve être le parti majoritaire, en tout cas dans les urnes. Ça veut dire que le peuple de Parakou, la population de Parakou, se sont librement exprimés et se sont exprimés en faveur d'un parti qui, d'une manière ou d'une autre, ne partage pas la vision. Et justement, les autres n'ont pas eu quand on regarde les scores. Quand on regarde les scores, vous allez constater qu'on n'a aucun membre du gouvernement, en tout cas dans le rang de Foscori pour un Bénin émergent, on n'a aucun député à l'Assemblée nationale pour le parti Foscori pour un Bénin émergent, mais l'inverse n'est pas l'inverse, c'est le contraire. Il se trouve qu'on a bien de députés de Parakou, on a bien de ministres, bien de cadres de Parakou, n'est-ce pas, qui sont qui pour Bloc républicain, qui pour Union progressiste, mais qui ont proprement été nettoyés, proprement été battus par les Foscori pour un Bénin émergent. Il y a les Badamassi qui sont là, il y a Samu Adambi pour ne pas les citer. Ils sont nombreux, n'est-ce pas, ressortissants de cette région-là, qui sont encore dans le régime, qui pouvaient bien chanter les louanges du régime. Ils n'ont pas été candidats aux élections communales. Ils ont bien travaillé à ce que leur parti, bien entendu, l'Union progressiste, le Bloc républicain, n'est-ce pas, puisse sortir la tête de l'eau. Mais il se trouve que l'expression du peuple de Parakou, n'est-ce pas, c'est en faveur du parti Foscori pour un Bénin émergent. C'est dire qu'à un moment donné, n'est-ce pas, il y a eu des fissures et qu'il faut qu'avec cette descente de Patrice Talon, il aille coller les morceaux. Une question que vous faisiez tout à l'heure à Kimé, relatif donc, je crois à Eman plutôt, relatif plutôt aux questions de perte d'emploi et à la question de Coteb et autres. Il faut que le discours de Patrice Talon, n'est-ce pas, puisse entourer cette réalité-là, parce qu'on a chanté, je crois qu'avec votre invité tout à l'heure, vous allez parler des questions d'emploi. On a chanté que sous le régime de la rupture, il y a eu moins d'emplois créés et il y a eu beaucoup plus de perte d'emploi. Ce problème de Coteb est un problème récurrent qui s'apparente à un serpent de mer que beaucoup de régimes par le passé ont eu des difficultés à régler. On s'attendait donc à ce que le compétiteur né puisse apporter une solution plutôt pointue à cette réalité. Il peut y avoir peut-être, chemin faisant, des priorités pour Patrice Talon de manière à ce que cette question de Coteb, cette question d'emploi dans la ville de Parakou ne soit pas réglée. Il va falloir donc que le discours de Patrice Talon puisse expliquer aux populations de Parakou. Dire que Parakou reste la ville des fortes annonces pour le chef de l'État, Patrice Talon. André Dossa, au regard de toutes les explications que nous avons eues en plateau ce matin. La ville des fortes annonces, il n'y est pas allé encore 2 fois. Officiellement en tout cas. Et je pense que la tournée annoncée, il me semble que ce ne sera pas que Parakou. C'est une tournée nationale. Que c'est une tournée nationale qu'il entreprend. Alors, est-ce qu'il faut espérer qu'à Parakou, il fasse de fautes annonces? C'est possible. De la même manière, vous savez, c'est un chef d'État qui apparemment est candidat et donc forcément doit aller récupérer les résultats, les retombées politiques de son action. Je pense que oui, je suis d'accord qu'il faut forcément quelqu'un pour assumer l'échec politique de la formation politique de l'action du chef de l'État à Parakou, mais il faut aussi pouvoir dire à la décharge des acteurs politiques cités par Ouarab qu'ils ne furent pas candidats, ils ont accompagné, n'est-ce pas, des candidats. Maintenant, ce sont des hommes politiques qui soutiennent l'action du chef de l'État. Une grille de lecture peut amener à constater que la population de Parakou, à travers les urnes de ces élections municipales et communales, a exprimé un sentiment par rapport à l'action de Patrice Talon de façon globale, puisque ce sont ces représentants qui ont porté les bannières, les différentes bannières donc de pouvoir dans cette ville à l'occasion de ces consultations électorales. Cela dit, je pense que nous sommes à la fin de mandat. Le chef de l'État peut n'avoir pas été sur le terrain, c'est un fait, mais aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Des actions ont été posées. Patrice Talon va faire le point de ces actions-là. Quand il va à Parakou, c'est sans doute pour s'adresser à la population de Parakou et non aux autorités politico-administratives. Sinon, il lui aurait été facile de les envoyer à Cotonou pour s'adresser à eux. C'est aller parler à cette population-là. L'eau a coulé sous le pont depuis 2016, sa première visite jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quelles sont les imperfections? Quel est le message, en tout cas, aujourd'hui, que Patrice Talon doit être porteur à l'endroit de cette population-là pour leur expliquer? Et vous avez dû remarquer que lorsque le chef de l'État
il y a des préoccupations, il y a des sujets sur lesquels certains de ses partisans, certains de ses collaborateurs se prononcent. Et il est arrivé qu'il n'ait pas pu convaincre la population, convaincre l'opinion, et que sans lui-même se prononce, qu'on comprend le fin mot, n'est-ce pas, le subliminal qu'il y a dans le discours, dans les actions qui sont posées. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'attentes, notamment de ces populations de Parakou, à l'endroit du chef de l'État, qu'elles pourront sans doute exprimer à l'occasion de cette visite-là. Et nous sommes là, on pourra apprécier le contenu. C'est vrai qu'il l'a dit toujours à Parakou, à la fin de mon mandat, vous serez fiers de moi. Patrice Talon, qui espère être porté en triomphe à la fin de son mandat, est-ce qu'il sera porté en triomphe à Parakou? Et quand on sait que, qu'il est annoncé pour être candidat à sa propre succession à la présidentielle de 2021, est-ce que c'est pas une manière pour lui d'aller à Parakou, tester sa popularité avant d'annoncer officiellement sa candidature? Herman Parfait Animous. Moi, je ne voudrais pas faire une sorte de fixation sur la personnalité de Patrice Talon. Parce que justement, pour les élections communales et municipales, n'oubliez pas qu'il n'y avait pas Patrice Talon comme candidat. Non plus Adambi Samou Seydou, non plus Rachid Badamassi. Plutôt un message que les acteurs, que les citoyens de Parakou ont peut-être envoyé à ces leaders politiques qui sont là-bas. Sous d'autres régimes, ces leaders politiques auraient été peut-être renvoyés, auraient été démis de leur fonction parce que justement on aurait compris que voilà, ils n'ont pas travaillé en symbiose pour pouvoir amener la population à leur cause. Justement, Patrice Talon n'a pas la nomination très, très facile, il est resté avec ses leaders politiques. Je pense que Parakou, c'est quand même pas une ville calquée nord, une ville calquée nord-sud. C'est un mélange de population à Parakou. Et donc, ce n'est pas forcément un signal que les populations ont envoyé, semble-t-il, à Patrice Talon. C'est peut-être une sorte de malcompréhension entre leaders qui n'ont pas su travailler en son temps pour pouvoir jouer pleinement la partition. Parakou, André a bien fait de rappeler que Parakou, parce qu'on en parle aujourd'hui, parce que Patrice Talon y fait une visite officielle. Dieu seul sait combien de fois l'homme d'État peut-être essaie de régler des affaires là-bas. On a eu dire qu'il a fait des sorties rapidement, des sorties officieuses à Parakou, qu'il a réglé les situations. Justement, ça, ce ne sont que des sorties officieuses, pour ainsi dire. Et donc, je pense que Patrice Talon va descendre. Et pour moi, c'est le discours qui va compter. Il disait en novembre qu'il sera porté en triomphe. Qu'il va... voilà, en novembre, qu'il sera porté en triomphe. Donc, pour moi, il y va pour leur dire, écoutez, voici ce que j'ai pu faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse continuer? Et peut-être que c'est là-bas qu'il va nous annoncer certaines choses, on ne sait pas. Voilà, qu'attendez-vous finalement, André? Moi, personnellement, j'attends la suite du serrage de ceinture, puisque elle a demandé aux populations de serrer la ceinture. Elles ont fait beaucoup de sacrifices. Et les différents discours du chef de l'État, que ce soit sur l'état de la nation ou à l'occasion de la fête nationale ou d'autres, il n'a pas manqué de se remercier, de saluer ce centre de sacrifice de la population. Toutes choses qui l'ont aidé à accomplir ce qui est aujourd'hui Action Natif. Donc en termes de bilan, une fois de retour dans cette ville, on va voir quel va être l'élément nouveau dans ce discours de Patrice Talon à l'endroit de la population. Et il faudra aussi lire ce déplacement de chef de l'État à travers le prisme des prochaines routes électorales, pour savoir est-ce qu'il y aura des éléments, n'est-ce pas, de langage dans ce discours qui vont nous conforter, en tout cas sur sa candidature, n'est-ce pas, pour 2021 ou pas. Je crois que beaucoup de choses sont à attendre de ce déplacement de chef de l'État. Oui, il y a bien de choses qui sont attendues de ce discours de Patrice Talon qui, en tout cas, lors de sa visite à Parakou, qui sans doute vont au-delà de moi, mes attentes personnelles. Mais toujours est-il qu'on ne peut en aucun cas écarter cette visite de Patrice Talon, n'est-ce pas, avec la présidentielle de 2021. Et en aucun cas, la personne de Patrice Talon ne peut pas justifier cette sortie sans qu'on ait de rapprochement à faire avec l'élection de 2021. Toujours est-il qu'on attend Patrice Talon sur bien deux chantiers. Ce pourquoi, par exemple, il a annoncé un amour chaleureux pour Parakou et que pendant longtemps, il y a eu cette
cette distance-là. Parakou peut nous apporter de surprises. Si Parakou est réputé pour être, le centre d'épanouissement du chef de l'État en ce qui concerne l'épanouissement professionnel et autres, il peut peut-être nous annoncer, n'est-ce pas, sa candidature en 2021. Et là, on quitte le discours et les commentaires plus ou moins déplacés qu'on a, puisque on a appris que dans les échanges avec les membres du bureau politique de l'Union progressiste et du bloc républicain dans les coulisses, en tout cas, il a annoncé sa candidature. Ces mêmes partis qui soutiennent ces actions qu'on peut supposer sont dans le secret des dieux, annoncent sa candidature et le soutient. Donc, c'est dire qu'à un moment donné, n'est-ce pas, on n'est pas loin de la vérité, on n'est pas loin de la candidature de Patrice Talon, on attend juste que cela soit officialisé. Pourquoi est-ce que le report de Touro n'est pas encore fonctionnel? Pourquoi est-ce que le report sec de Parakou n'a pas encore engagé, je dirais, des activités pour les jeunes et autres de la commune de Parakou? Pourquoi est-ce que le COTEM n'a toujours pas encore une solution? La Comargue est en difficulté, alors même qu'on sait que par exemple la zone du nord-est, la zone grenier, du coton, donc le COTEM n'aurait donc pas eu des raisons de se voir fermé. Et quand est-ce qu'on construit sur un stade de type moderne tel que c'est en construction seulement dans plusieurs autres communes? Est-ce qu'il y aura des marchés de type moderne qui sont en train d'être construits à Cotonou environ? C'est autant de questions qui méritent des réponses pour la population de Parakou. Certainement que l'occasion sera saisie par le chef de l'État pour bien apporter les réponses. De fortes annonces attendues donc à Parakou, oui. Oui, de fortes annonces attendues à Parakou. Parakou, ville cosmopolite. Parakou, qui est le centre même du septentrion. Bon, je pense que c'est... on attend beaucoup de Patrice Talon, mais surtout par rapport au côté, parce que je me rappelle cette descente de Boniaï au côté suite à une forte demande des travailleurs de cet institut-là, de ce complexe, voilà. Et donc je me rappelle que c'est un vieux dossier, et s'il peut apporter une solution au côté, je pense que ce serait pas mauvais pour les travailleurs de ce côté. Merci. On est en train de parler de la tournée du chef de l'État. Rapidement, on va aborder un autre sujet, la présidentielle d'avril 2021, avec ces candidatures qui s'annoncent déjà pour le chef de l'État. On attend l'officialisation. Daniel Eda, lui, qui déclare déjà, qui annonce sa candidature pour 2021. Qui d'autre avez-vous dans votre agenda? On n'a pas encore les annonces officielles. On ne constate sur le terrain que des actions qui se posent, des mobilisations qui se font à l'effet peut-être d'être candidat, mais une déclaration officielle qui va au-delà de celle de Daniel Eda, on ne l'a pas encore. Daniel Eda a des ambitions politiques et pour le fauteuil présidentiel. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a manifesté par le passé. Je crois qu'avec cette démocratie qu'on a portée autour du système de parrainage qui au départ était interprété comme un os à la gorge de bien de candidats, je pense que il se sent capable et se sent à même d'aller négocier et obtenir le parrainage des députés, des maires et autres pour se porter candidat. Au-delà de ça, comme je le disais, il n'y a pas une annonce officielle, mais il y a des actions qui s'inscrivent dans une logique bien définie. C'est la sortie ou les multiples sorties de consultation et de concertation, d'échanges de Joël Aïba, n'est-ce pas, sur bien de terrain, qui prouve que l'homme est vraiment attiré par le fauteuil présidentiel et souhaite, n'est-ce pas, en tout cas quand on suit son discours, on sent que l'homme est, vise ou lorgne le fauteuil présidentiel. Oui. Akimé. Non, Daniel Eda a annoncé officiellement que les candidats. Le contexte est différent. Et j'aurais pris ça au sérieux s'il me disait qui c'est qui est son vice-président. Il s'agit maintenant de ticket. Ça n'est plus je suis candidat. Eh bien, je suis candidat, voilà mon ticket. Nous sommes candidats. Donc, j'attends qu'il refasse une autre déclaration officielle pour nous annoncer qui c'est qui est son vice-président. En dehors de lui, c'est qu'il y a des supputations de candidature. Ça, c'est une réalité. Les forces que le Premier ministre émergent à travers Paul Moupe ou encore Yahoo, parce que c'est à ce niveau. On va revenir sur ce débat. Et quand on prend, bien entendu, comme l'a dit
et Wahab tout à l'heure, Joël Frédéric Aïvo, avec son dialogue itinérant, est déjà sur le terrain depuis plusieurs mois déjà. Et je le disais ici sur le plateau la semaine dernière, eh bien qu'il est tout chanceux, quoi. C'est Joël Aïvo qu'on annonce comme candidat du PRD, on l'annonce comme le plan B du régime en place, on l'annonce comme candidat des forces groupées bien émergentes. Bref, lui, de toutes les façons, il est déjà sur le terrain depuis plusieurs mois déjà. Il va continuer à être sur le terrain. Même le chef de l'État, ce sont des partis qui ont annoncé d'être, je dirais, de susciter sa candidature. Donc, lui-même n'a encore rien dit. Et donc, du coup, je crois que le contexte de candidature n'est pas encore complètement bien harmonisé. Mais je rappelle qu'il y a deux éléments. C'est le duo et ce sont les parrainages. Très bien, Erwan. Oui, duo et parrainage, effectivement, j'attends de prendre la candidature de Daniel Eda au sérieux, y compris même celle de Joël Aïvo, puisque c'est vrai, on les voit sur le terrain, mais ils ne nous ont pas encore dit qui sont leurs vice-présidents, parce que désormais c'est un ticket présidentiel. Ensuite, la question du parrainage, c'est vrai que des députés, des maires, des députés, pour la plupart, nous ont des partis politiques, pour faire plus précis, nous ont dit, oui, que les parrainages pourront être obtenus si les candidats négocient. Donc je pense que c'est peut-être sur la base de ça qu'ils annoncent leur candidature, mais il faudrait quand même qu'ils puissent tenir compte de l'autre paramètre qui est qu'il faut aller en duo désormais. Et donc on attend plus d'eux, quoi, pour vraiment apprécier le poids de ces différentes candidatures. Voilà, courant ce mois de novembre, voire décembre, le PRD également qui va se prononcer sur la présidentielle. Le PRD aura-t-il un candidat? D'abord, vous parliez de Daniel Eda, mais il semble qu'il n'est pas candidat. Je crois qu'il est déjà annoncé président. Successeur de Patrice Talon. Son pasteur lui en a fait la révélation. Sauf que le pasteur faisait ses révélations alors qu'on n'avait pas encore fait la réforme du code électoral. Il y a bien longtemps. Donc, je crois qu'il doit retourner voir le pasteur pour qu'il dise qu'il pourrait être son colistier. Il me semble que malgré ces réformes-là, la présidentielle 2021 aura aussi sa dose de candidatures insolites et de choses. Cela dit, oui, il y a beaucoup de candidats qui s'annoncent, vous en avez cité d'autres certains. Je pense qu'on ne fait pas un dialogue itinérant, n'est-ce pas, à travers tout le pays quand on n'est pas candidat. Et donc, ce n'est même plus, me semble-t-il, le moment de douter de la candidature d'un Joël Aïvo. Il me semble qu'il est candidat. Quand on va à la rencontre du peuple, c'est que forcément on est porteur d'un projet, c'est que forcément il est candidat. Maintenant, qui pourrait être, quelle bannière pourrait le porter ou qui pourrait être son colistier, ça reste des interrogations. En tout cas, les jours et les semaines à venir vont davantage nous édifier. Nous aurons des candidats en 2021, puisque nous faudra un président. Avec le temps, et on en entend parler de certains Alessandre Oussou également, qui sondent aussi le pays à ce qu'il paraît. On verra bien. On va décrypter tout cela. On aura le temps. On aura le temps de décrypter tout cela. Et Rossi, Léon Basile Rossi, qui s'est exprimé également ces derniers jours, qui a déclaré que les démocrates ne vont pas négocier. Par contre, à ce niveau, les parrains. Il faut se poser des questions. Quel est le sens de cette déclaration? La loi dit qu'il faut être parrainé pour être candidat. Et quand un parti politique, il me semble-t-il, a aussi des ambitions, voudrait bien remplacer Patrice Talon à la tête du pays, se propose en alternative, et qu'on dise qu'on ne va pas négocier les parrains. Je ne sais pas si des parrains vont spontanément se lever et aller offrir leur signature à un candidat du Parti démocrate. En tout cas, on verra bien comment ce parti entend procéder. Elle sera bien animée, cette présidentielle. En tout cas, on va y revenir. Le plateau d'Actu Matin va se prononcer chaque jour qu'il y aura une actualité en rapport à cette présidentielle. Merci à vous, Wahab Ali Para, Hakim Messelou. C'est fini. Demain, nous allons revenir sur le troisième sujet portant sur les éliminatoires de la CAN Cameroun. Je sais que ça vous tient à cœur. Vous voulez en parler. Demain matin, on va en parler. On va revenir sur cette actualité. Le match, c'est pour le samedi prochain. C'est pour le samedi prochain. À Porto-Novo. Voilà, le directeur général de l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, est avec nous. On va parler des 4 ans de gouvernance de la rupture, avec les plus de 800 000 emplois qui sont créés. Comment ces emplois sont-ils créés et quels sont les secteurs qui les ont absorbés? Nous aurons donc des précisions avec Laurent Maourou Moussa, directeur général de l'INSAE. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syste Location de Voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs.
véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. SIST LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je sors si tu m'as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. J'ai su et demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et pas roulez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. On va parler de la lutte contre le chômage et la création d'emplois en République du Bénin. Et en plateau, Laurent Maounou Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Vous êtes le directeur général de l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, qui nous a révélé un chiffre de 807 427 emplois créés d'avril 2016 à juin 2020. Un chiffre qui, depuis son annonce, fait débat, est au cœur d'une polémique. D'où le sortez-vous, monsieur le directeur? Merci beaucoup. Je crois que ces chiffres, ce n'est pas la première fois que nous les publions. Je les avais publiés déjà en 2018, en 2019, chaque année. Puis il y a une périodicité pour les publier. Et toutes les fois qu'on les publie, il y a toujours une frange de notre population qui trouve toujours à dire. C'est tout à fait normal. Et je n'en disconviens pas, mais ce que je voudrais dire d'abord, c'est que j'appelle ceux qui parlent à aller d'abord chercher à comprendre les définitions, les méthodologies qui sont utilisées pour compiler les statistiques de notre pays. En fait, le travail qui a été fait sur la base d'une méthodologie universellement connue. En matière d'emploi, quand on parle d'emplois créés, il faut nécessairement qu'il y ait d'abord dans le pays des réformes. Il y ait le climat d'affaires soit propice pour permettre au privé d'en créer. Et il se fait que nous, actuellement, dans notre pays, depuis 2016, il y a un programme d'action du gouvernement qui est en place, qui a impulsé beaucoup de réformes. Et ces réformes sont des réformes qui sont créatrices d'emplois. Je donne un exemple. Vous regardez dans notre pays aujourd'hui, vous allez voir des start-up un peu partout. Il y a quelques années, il n'y en avait pas. Mais ces start-up, ce sont des emplois. Et donc nous, quand nous voulons faire nos enquêtes, nos recensements, parce que je vais vous dire, ces chiffres sont issus d'un recensement. Ce n'est pas des chiffres
issus des artifices statistiques. C'est un recensement qui a abouti à cela. Tout le monde voit aussi dans notre pays aujourd'hui que c'est difficile même de circuler. Simplement parce qu'il y a des chantiers un peu partout. Ces chantiers, il faut des gens pour travailler là-dessus. Et ceux qui travaillent là-dessus, c'est des emplois qu'ils ont. Il n'y a pas que des ingénieurs qui sont là-dessus. Il y a des manœuvres, il y a des ouvriers à qui le fait d'apporter ce service-là à notre État leur permet d'avoir des revenus pour leur permettre de vivre, de répondre à certains de leurs besoins. C'est des emplois. Quand vous rentrez dans les définitions du BIT de l'emploi, c'est bien des emplois. Donc, les chantiers d'affâtage, aujourd'hui, il est difficile de dire qu'il n'y a plus d'énergie ici. On en a tellement que nous sommes peut-être en train d'attendre vers la possibilité d'en vendre. Mais pour avoir cette capacité-là, il y a eu de la création d'emplois derrière. Donc, c'est pour dire que c'est le recensement de toutes ces activités, de l'impact de toutes ces réformes que nous avons fait sortir à travers ce chiffre. Mais comment comprendre alors cette contestation des chiffres que vous avancez, contestation que vous trouvez d'ailleurs normale, vous l'avez dit à l'entame de cet entretien? Bon, moi je trouve ça bizarre parce que sous d'autres cieux, c'est des chiffres qui passaient sans problème, puisque un institut de statistique ne se met pas à produire des informations n'importe comment. Il y a une méthodologie qui est respectée. Quand nous sortons un chiffre, nos chiffres doivent pouvoir être comparés avec les chiffres des autres pays, des autres nations. Mais on dit un institut national de la statistique. C'est-à-dire, si nous sortons un chiffre, il ne doit pas avoir de contestation sur ces chiffres-là. Mais je ne sais pas. C'est une structure publique, c'est une structure de l'État qui peut peut-être aussi être manipulée à des fins politiques. Non. L'Institut national de la statistique reste dans le temps. Et les chiffres que nous sortons, c'est les chiffres qui permettent à l'autorité ou aux autorités de prendre des décisions. Nous n'avons pas de prendre des décisions de politique économique. Nous avons le devoir, de tout faire pour ne pas induire ces autorités en erreur. Et ce chiffre, ce n'est pas moi qui suis resté dans mon bureau pour le faire. C'est une enquête qui a été faite sur le terrain, un recensement qui a été fait sur le terrain. Et justement, les gens nous ont remonté les informations, et c'est sur la base de ces informations que nous... Quand on rentre dans les détails, vous dites après ce recensement, après cette enquête, qu'il s'agit de 200 000 emplois réels et plus de 600 000 emplois formels et informels. Voilà, c'est formel. Pourquoi amplifier à ce point les emplois informels et pourquoi considérer cela? Voilà, il faut revenir aux définitions. Quand on appelle un emploi formel, un emploi qui a été donné à quelqu'un sur la base d'un contrat. Vous comprenez un peu? Donc, s'il n'y a pas de contrat... Quelle que soit la durée. S'il n'y a pas de contrat, c'est un emploi informel. L'autre chose, c'est emploi informel aussi. Il faut considérer aussi les emplois qui sont créés dans le secteur informel. Vous voyez, donc, nous, c'est la méthodologie. Quand vous sortez un chiffre, il faut pouvoir disséquer le chiffre pour permettre aux sachants qui connaissent bien ces chiffres de les prendre et de savoir dire ça, c'est un emploi qui provient des contrats qui ont été faits avec les individus. Mais voilà des emplois où il n'y a pas de contrat, des emplois où il n'y a pas, qui ont été créés dans le secteur informel. C'est ce distinguo que nous avons essayé de faire dans notre base de données. Voilà. Oui, 210 000 poussières emplois formels créés. Quels sont les secteurs qui ont absorbé ces emplois-là? Bien, je peux les citer de tête. J'ai dit tout à l'heure le secteur de l'infrastructure. Ça, sur le terrain, tout le monde le constate. Les affâtages, tout ça là, tout le monde... Les chantiers ne sont pas éternels. Les chantiers ne sont pas éternels, non. Oui, justement. Nous sommes dans un modèle où l'emploi, nous sommes habitués à un emploi éternel.
Mais ce n'est pas ça l'emploi. Ça, c'est l'emploi éternel. Mais il y a des emplois, vous prenez dans d'autres pays, vous prenez un emploi, 3 mois, vous avez fini, vous cherchez d'autres. 1 an, vous cherchez d'autres. Donc il y a une différence entre les emplois qu'on appelle les emplois permanents, c'est ça le terme d'ailleurs, c'est les emplois permanents qui diffèrent des emplois que vous avez à temps partiel, à durée déterminée et autres. Voilà. Donc je disais que dans les infrastructures, il y a des emplois qui ont été créés et des contrats ont été signés, justement, dans l'agriculture. En 2015 ou 2016, le niveau de la production du coton de notre pays était autour de 250 000. Aujourd'hui, on oscille autour de 800 000. Ça veut dire que la productivité a augmenté. Si la productivité a augmenté, quelque part, c'est qu'il y a une création d'emplois qui permettent à la productivité d'augmenter. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a ces emplois-là que nous avons comptés. Mais ces emplois, il y en a dedans de formels et d'informels. L'autre chose, il y a l'enseignement. On en a recruté. On a signé des contrats avec eux. Les exemples, je peux en citer. Il y a, surtout dans l'agriculture, il y a des filières qui ont pris. Dans le domaine de l'éducation, on a entendu un syndicaliste, par le moins dire que le gouvernement comptabilise les vacataires qui existaient, puisque c'est eux qu'on a plus ou moins formalisé à travers comment on appelle, la catégorie des aspirants. Bon, monsieur le journaliste, oui, ça c'est le débat des syndicalistes. Moi, je ne suis pas un syndicaliste. Mon travail, c'est un travail scientifique. Je ne rentre pas dans les débats politiciens. Mais vous devez leur apporter des réponses. Oui, mais le problème, c'est que j'apporte les réponses. On trouve un argument pour dire, moi je ne rentre pas dans ça. J'ai fait un travail, j'ai fait le recensement des emplois créés dans notre pays. Depuis 2016, j'ai donné les chiffres, j'ai catégorisé en disant, voilà ce qui est formel, ce qui n'est pas formel. Quelle est la courbe de ces chiffres-là, de ces résultats depuis 2016? Est-ce que ça évolue ou bien il y a eu des chutes à un moment donné? Est-ce qu'on va toujours crescendo la création de l'emploi dans le pays? Quand je compare les informations que j'ai compilées d'une année à l'autre, au niveau de l'année 2020, il y a un tassement. Le tassement est dû, tout le monde le sait, à la pandémie. Et ça se lit dans les chiffres que j'ai. Donc, quelque part, a le dos assez large et pourtant le gouvernement fait une communication autour de la résilience de l'économie béninoise. Le Bénin, malgré tout, semble... Oui, malgré cela, il y a certains secteurs qui ont été vraiment touchés. Je veux parler du tourisme, je veux parler des transports, du voyage. Voilà. Donc, quelque part, ce n'est pas parce que le gouvernement a fait des efforts que ces efforts-là vont empêcher l'effet qui est déjà là, qui est maintenant, à partir d'un certain moment, la courbe peut être renversée. Et ça, nous attendons de voir. Sinon, les chiffres que vous avez, c'est jusqu'au 30 juin 2020. Ah d'accord, c'est même jusqu'à la le premier semestre de 2020. Voilà. Ça veut dire qu'on peut espérer même que ça s'améliore. Bien sûr. Parce que là, j'avais déjà fini j'avais déjà fini le document quand j'ai eu les chiffres du PSIE, le programme spécial de sélection des jeunes. Voilà. Il y a eu un recrutement d'environ 91 personnes qui vient d'être fait. Donc, quelque part, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi là, puisque ça, au moins, c'est connu, tous les journaux en parlent. Alors, est-ce que dans vos compilations, vous y mettez les recrutements opérés par l'État dans la fonction publique? Bien sûr. Nous prenons les recrutements opérés par l'État dans la fonction publique. C'est tous les recrutements que nous prenons. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des start-up qui sont créés dans le pays. Ces start-up ont fait des recrutements. Nous avons recensé ces informations-là. Alors, vous êtes directeur de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Quelle analyse économique faites-vous alors de ces plus de 800 000 emplois qui sont créés aujourd'hui? Une plus-value pour le produit intérieur brut, notre État? Merci. Je crois que quand les gens font des analyses, il faut essayer de faire des liens avec tout ce qui se passe.
Ces chiffres, moi, ne me surprennent pas. Et pour un statisticien, ça ne doit pas le surprendre. Simplement parce que le Bénin a su un sentier de croissance. La moyenne, c'est 6%. Il n'y a que cette année, à cause de la pandémie, qu'on espère 2,3% à la fin de l'année 2020. Sinon, c'est 6,9% l'année dernière. Cette croissance-là, c'est de la production. Ce qu'on dit croissance, c'est l'évolution de la production. Et la production, il faut que des gens travaillent pour que cette production-là puisse être maintenue. Donc, quelque part, ces chiffres ne sont pas surprenants. Si nous sommes sur ce chantier de croissance, ça veut dire que quelque part, la productivité est en train d'augmenter. Malheureusement, il y a la pandémie qui est venue. Et moi, je peux vous dire, quand vous regardez les documents, les analyses économiques dans les documents internationaux, vous voyez que presque tous les pays sont en récession. Mais le Bénin espère 2,3%. Ça veut dire que quelque part, le travail, malgré ces difficultés, il y a un soubassement qui est là. Et donc, je crois qu'il faut qu'on ne ramène pas tout sur le plan politique. Il faut que, si notre pays est en train d'avoir de la visibilité internationale, c'est toujours bien d'en parler, c'est toujours bien. Contrairement à d'autres pays, je vous donne le cas du Sénégal que je connais bien. Les Sénégalais, ils font la publicité même de leur pays. Donc, il faut que nous essayions de dire exactement ce qui se passe dans notre pays au lieu de chercher plutôt à tirer les gens vers le bas. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent Maouno-Goussa, directeur général de l'INSAE. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous apporter quelques précisions sur ces plus de 800 000 emplois qui sont créés en 4 ans en République du Bénin. Très bonne journée à vous. Merci infiniment. Également André Dossa. On va parler de la malformation de la face ce matin avec Zakiat Latunji dans la chronique santé. Elle reçoit pour nous Dr Martin Ossé. Il est médecin chirurgien. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Des grandes marques. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je sors si tu as mis. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans votre déplacement. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Jésus est demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements.
Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et pas roulez-vous. Eau Comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Allez, en plateau et en direct, la chronique santé. Bon retour à vous, Zakat Latouji, bonjour. Bonjour Christian. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. C'est vrai que les images que nous aurons, franchement, ça va le couper un tout petit peu, la petite, pour cette rentrée. Bon, mais c'est des images qui parlent quand même de choses réelles, de faits réels, de problèmes réels. Et c'est important d'aller avec ces images-là pour attirer l'attention de la communauté sur ces problèmes de santé importants. Super. Et vous recevez en plateau Dr Martin Ossé, médecin, chirurgien. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Je vous laisse en compagnie de Zakat Latouji. On va parler de la malformation de la face, la fente labiale ou le bec de lièvre. C'est ça. C'est vrai que les médecins n'aiment pas qu'on utilise trop cette appellation-là. Mais c'est ce qui se dit dans la communauté en général. Pourquoi ça se dit? Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Docteur Ossé, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame Latouji. Merci aussi. Avec vous ce matin, on parle, comme Christian l'a dit, des fentes labiales. De quoi s'agit-il? Permettez à tous ceux qui nous suivent de comprendre. Merci beaucoup, merci pour cette occasion que j'ai, merci pour Canal 3 qui me donne une audience différente de l'audience habituelle et que nous avons quand nous allons dans les campagnes pour parler des fentes labiales et palatines. Donc merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi mes maîtres qui m'ont formé, qui m'ont permis de mettre mes aptitudes à la disposition des populations qui en profitent actuellement. Merci à mes collègues qui certainement passeront pour parler de certains aspects que je vais aborder sur les fentes labiales et palatines. Donc très merci bien. à tous. Donc, on revient à notre sujet, les fentes labiales et palatines. Donc c'est une malformation congénitale. Malformation congénitale donc, qui apparaît à la naissance et qui se reconnaît par la présence d'un espace. Donc un défaut de continuité de la lèvre supérieure, de l'os maxillaire qui supporte les dents et qui peut aller jusqu'au palais. Le palais, c'est la partie qu'on peut caresser avec la langue, le toit de la cavité buccale qui finit au fond de la bouche quand on ouvre grandement la bouche par la luette. Donc une fente des lèvres qui peut aller jusqu'à la luette, et ça, les fentes labiales et palatines. Alors tout à l'heure, on aura les images pour accompagner vos explications. Ça permettra vraiment de bien illustrer tout ce que nous sommes en train de dire. Mais avant, on s'intéresse un peu aux statistiques en la matière. Quelle est vraiment l'épidémiologie des fentes labiales au Bénin? Au Bénin, c'est difficile de parler de statistiques parce que c'est maintenant que nous avons commencé à vraiment travailler localement sur les fentes labiales et palatines. C'était une pathologie qui était prise en charge par des missions étrangères qui venaient et qui repartaient. Donc bientôt nous aurons des chiffres plus précis. Sinon globalement dans le monde, on estime qu'un enfant sur 700 naissances porte une fente labiale et palatine. Au Bénin, le taux est moindre parce qu'en Afrique de manière générale, on a une prévalence moindre que dans les autres continents, heureusement. Mais quand même, c'est une pathologie fréquente puisque en un an, nous, dans notre communauté, nous en avons opéré 41. En un an. Alors, tout à l'heure, on a eu les images. On va demander la complicité de la réalisation pour revenir rapidement sur les images. Vous allez suivre à l'écran, docteur Ossé. Expliquez-nous un peu à travers ces images-là. Là, sur la première image qui est à gauche, donc nous avons une fente du palais. Une fente du palais qui va de la partie dure qu'on caresse par la bouche jusqu'à la partie molle qui est derrière et qui divise la luette en deux parties. Donc c'est ça la fente palatine qui a été opérée et donc après l'opération nous voyons que tout est normal. D'accord, donc à droite c'est l'après-opération, à gauche c'est avant-opération, à droite c'est après-opération. Oui. Donc on essaye de reconstituer. On reconstitue le palais. Le palais. Et ça prend combien de temps?
une opération du genre? L'opération ne prend pas très longtemps, ça dépend des attitudes du chirurgien, de son expérience, mais autour d'une heure de temps, c'est réglé. Une heure de temps pour régler peut-être un mal qu'on a traîné des années. Mais il y a différentes sortes de fentes labiales. Oui, en effet, il y a différentes sortes de fentes labiales et palatines. La malformation peut porter sur un côté, droite ou gauche, ou sur les deux côtés, donc une fente bilatérale. Donc au niveau des lèvres, donc on peut avoir une fente labiale. Je crois que dans nos images, on a également un exemple de fente bilatérale. On va revoir. Là, par exemple... Oui. Il s'agit là d'une fente bilatérale. Bilatérale. Oui, une fente bilatérale de la lèvre et probablement de l'alvéole. On ne voit pas très bien les dents. Donc c'est difficile à dire, mais apparemment il y a aussi une fente alvéolaire. Donc, alors là où la fille a le voile, c'est l'avant-opération. Là où il y a le voile. Je ne vois pas très bien l'image. Oui, là. Oui, il semble que c'est après. Non, ça c'est une fente unilatérale. C'est une fente unilatérale. Donc une fente unilatérale gauche. On va passer à une autre image, toujours pour apprécier. Voilà, la pré-opération maintenant, toujours avec la même fille. Voilà, ok, la fille donc a été opérée, donc nous la voyons sourire avec des lèvres réparées, mais elle tient sur la photo l'état de son visage avant l'opération. Voilà. Mais ça apporte véritablement la preuve qu'aujourd'hui, il y a des compétences au niveau national qui arrivent à réparer, à régler ce problème. En effet, grâce à Smile Train, il est possible maintenant en permanence de prendre en charge ses enfants. Donc ce n'est plus un drame quand un enfant naît avec une fente labiale ou palatine. Il y a des centres connus, partenaires de Smile Train, qui peuvent prendre en charge immédiatement ses enfants sans attendre une mission. Vous avez parlé de Smile Train. Smile Train, c'est quoi? C'est une ONG internationale qui s'occupe dans le monde entier de la prise en charge des fentes labiales et palatines. Ce n'est pas l'ONG qui prend en charge, mais l'ONG soutient à cette prise en charge. Donc l'ONG vient en aide aux enfants, donc aux parents, et équipe, forme les chirurgiens, le personnel et les autres praticiens, parce que c'est une prise en charge multidisciplinaire pour la prise en charge de ces malformations-là. Alors, si vous permettez... Oui, justement, j'ai une question. Oui, vous avez parlé de malformation congénitale, qui serait la cause. Alors, la principale cause, c'est quoi? Est-ce que c'est à travers l'alimentation de la femme enceinte? Est-ce que c'est les comportements auxquels qu'est-ce qui est l'origine de cette malformation? Pour mieux comprendre, je vais diviser la question en deux. Oui. Comment ça arrive et pourquoi ça arrive? Oui. Comment ça arrive? Il faut savoir d'abord que la face se forme les 2 premiers mois de la grossesse, de la conception. Les 2 premiers mois. Donc, à un moment où certaines femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes, la face est déjà formée. La face se forme à partir de pièces différentes. Le seul visage que nous avons en fait vient de pièces différentes qui doivent migrer, donc s'accoler et ensuite fusionner pour former la face que nous avons. Donc des facteurs interviennent pour soit favoriser ou n'interviennent pas, pour, disons des facteurs qui devraient favoriser n'interviennent pas, ou bien des facteurs qui favorisent l'apparition de ces malformations interviennent pour que ces malformations se forment. Ces facteurs peuvent être divisés en 2 groupes. Les facteurs génétiques, donc ce qu'on hérite des parents, et les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, c'est ceux auxquels la maman, à 2 mois de grossesse, a été exposée. Et déficit en acide folique et tabagisme maternel, nous n'en avons pas beaucoup dans notre pays. Alcoolisme maternel, oui. Et obésité. Certains médicaments, il faut le souligner, puisque ne sachant pas qu'on est enceinte, on peut être en train de prendre des médicaments. Certains médicaments favorisent l'apparition des fentes labiales et palatines. Donc ça, c'est un peu les facteurs de risque, mais il n'y a pas que, c'est pas forcément parce qu'une femme est, par exemple, consomme de l'alcool que forcément on peut se retrouver avec un enfant qui a une fente. En effet, ces facteurs en fait s'entremêlent. Nous ne pouvons pas droiter une cause. Ces facteurs s'entremêlent pour favoriser. C'est un phénomène imprévisible. Mais après, ce phénomène entraîne beaucoup de problèmes dans la communauté. Il y a la stigmatisation. Il y a des communautés où des enfants comme ça sont forcément à sacrifier, à tuer, parce qu'on ne supporte pas d'avoir un enfant qui porte ces fentes-là. Oui, Madame Latoudji, vous avez vraiment si bien dit. À la naissance, c'est d'abord un choc.
Vous imaginez les parents qui attendent un beau bébé et qui se rendent compte que le bébé a cette malformation du visage. Donc d'emblée, c'est un choc émotionnel pour les parents. Ils ne savent plus comment gérer la situation. Quand l'entourage s'en mêle, c'est encore plus compliqué. Des interprétations négatives. Heureusement qu'il y a aussi des interprétations positives que nous avons en fonction des trouvées en fonction des communautés. Donc du coup, les parents ont affronté ce désagrément brutal. L'enfant à la naissance n'arrive pas à tenir le sein de la maman pour téter. Quand la maman l'aide en pressant le sein dans sa bouche, le lait peut refluer par le nez. Ça fait que cet enfant ne grandit pas normalement parce qu'il ne reçoit pas les éléments nutritifs nécessaires. Donc évolue vers la malnutrition et malheureusement peut évoluer aussi vers la mort. Surtout quand si en plus les parents, parce que ils n'en peuvent plus, finalement négligent et puis abandonnent cet enfant. Voilà donc les conséquences. Plus tard, problème d'intégration pour ceux qui arrivent à survivre, problème d'intégration dans la société, l'enfant refuse d'aller. Nous en avons vu qui ont refusé d'aller à l'école tout simplement parce que le regard des autres. Mes camarades vont se moquer de moi. Oui. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut soigner. Et même au Bénin, il y a des médecins, on a besoin de tout un collège de spécialistes de santé pour une prise en charge globale, grâce à Smile Train. Nous avons rencontré Dr Nina, qui travaille avec Smile Train, qui nous a parlé un peu plus de cette organisation non gouvernementale. Je vais vous inviter à suivre et juste après, on va clôturer notre entretien. D'accord, merci. C'est une organisation internationale qui est officiellement siégée à New York, aux États-Unis, mais qui travaille partout dans le monde pour s'occuper d'une seule affection qu'on appelle les fentes labiales et palatines. Nous avons comme modèle durable de former des médecins sur place pour pouvoir faire la reconstruction chirurgicale de ces fentes-là et donner le sourire aux enfants. Parce qu'en fait, Smile Train veut dire le train de sourire. Et c'est ça notre objectif. Et nous avons décidé que pour avoir un programme durable, il faut renforcer la capacité des compétences sur le terrain, comme l'équipe chirurgicale, donc les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers, toute l'équipe qui va s'occuper des fentes vont bénéficier d'une formation. Supposons qu'au début, on trouve un chirurgien généraliste, par exemple, qui peut s'occuper des fentes, mais qui n'a pas la technicité. Nous, notre travail, c'est de lui donner les financements qu'il faut, la formation qu'il faut au bon endroit et de le faire revenir dans la communauté maintenant pour travailler et être là à plein temps avec la communauté et pour que les patients puissent le retrouver plus facilement. Alors vous faites partie de ces médecins qui ont bénéficié de l'accompagnement de Smile Train pour être aujourd'hui spécialiste de la réparation, on va dire, de ces fentes labiales-là. Mais votre expérience est assez particulière parce que vous avez rencontré un certain nombre de cas. Quand vous arrivez à réparer ces fentes, quel est le sentiment de ces patients après ? Est-ce qu'il y a des cas précis que vous voulez partager avec nous de cette expérience? Oui. C'est vraiment le côté agréable de la chose. J'ai entendu dire hier qu'il y a une dame de plus de 60 ans à qui vous avez réparé. Partagez un peu avec nous cette expérience. Oui, c'est vraiment des expériences enrichissantes. Et la dame de 60 ans, donc elle avait sa femme depuis longtemps, elle s'est résignée, elle a gardé ça, elle a décidé de ne plus le prendre en charge. Nous voyons ça aussi, des gens qui finalement refusent, se disent, bon, j'ai été créé comme ça, je reste comme ça. Donc c'est à 70 ans, nous avons tenté de la convaincre d'accepter la réparation. Ces enfants qui sont déjà grands et avaient insisté pendant plusieurs années, n'avaient pas pu. Et c'est vraiment difficilement que nous y sommes arrivés. Mais à la fin, elle était très contente, très satisfaite. Et nous lui avons demandé, mais pourquoi refusais-tu, maman? Elle a dit, c'est parce que j'avais peur de l'intervention. Oui, c'est vrai que l'intervention fait toujours peur, hein, à tout le monde. Mais aujourd'hui, elle se porte bien. Elle se porte bien, elle est toute heureuse de nous revoir. Elle nous appelle, son fils nous appelle régulièrement pour nous remercier, pour nous demander de nos nouvelles. Et nous sommes contents. C'est ainsi aussi pour les enfants. Il y a des enfants qui à la fin refusaient de rentrer parce qu'ils étaient vraiment contents de nous. Ils se sentaient en sécurité avec nous. Donc c'est vraiment des vies changées grâce à l'intervention et cette possibilité que Smile Train nous a permis d'offrir
Dans les possibilités de traitement aujourd'hui, la prise en charge, c'est de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Oui. Comment ça se fait? C'est important de noter cela parce que nous avions pensé auparavant qu'il fallait juste réparer, c'était fini. Non. Il faut prendre en charge l'enfant de la naissance. Comme je l'ai dit, la naissance, déjà, le choc psychologique, il faut l'intervention des assistants sociaux, il faut l'intervention des psychologues, etc. L'enfant a du mal à téter. Il faut l'intervention des nutritionnistes. Il faut qu'un pédiatre voit s'il n'y a pas une malformation associée. S'il n'y a pas autre chose, il y a des malformations qui peuvent être associées et non visibles. Donc, le pédiatre intervient, le cardiologue intervient pour voir s'il n'y a pas de malformation cardiaque, en plus de tout ce qu'il y a. L'orthophoniste aussi. Oui, l'orthophoniste intervient surtout après l'intervention sur le palais. Parce que la fente du palais empêche à l'enfant de parler. L'enfant a une voix nasonnée, inaudible et incompréhensible. Donc il faut intervenir, mais il faut rééduquer le voile du palais pour que l'enfant parle bien. Donc l'orthophoniste intervient, l'ORL intervient parce qu'il peut y avoir des répercussions sur l'audition. Et le chirurgien maxillofacial, avec le temps, il peut y avoir des difficultés de croissance du visage. Donc le chirurgien maxillofacial intervient. Et dans tout ça, le généticien permet aussi de comprendre la base. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gènes qui sont à la base? Est-ce qu'il y a encore des risques que la même femme ait un autre enfant? Donc le généticien intervient pour conseiller les parents et discuter avec eux du risque probable de récurrence ou non. Voilà, donc à 3 mois, nous réparons la lèvre. 3 mois de naissance. À 3 mois de naissance. Et à 1 an, le palais. C'est notre protocole à nous, à Ndali. Et à 7 ans, nous faisons une greffe osseuse alvéolaire. L'os, malheureusement, ne peut pas être réparé, c'est-à-dire prendre le tissu, les remettre ensemble, mais nous prélevons de l'os quelque part sur l'organisme que nous mettons au niveau de l'espace pour qu'il y ait de l'os pour supporter la venue des dents définitives. Donc c'est étape par étape, ce n'est pas une intervention qu'on fait en une fois et on s'arrête. Non. Il y a tout un suivi. Il y a tout un suivi et ce suivi est assuré. Ce suivi est accompagné, c'est important de le souligner, par Smile Train. Donc les parents n'ont pas à se soucier du coût. Smile Train a vraiment prévu tout pour que ces enfants-là soient pris en charge et mènent une vie comme tous les autres enfants. Ils en ont le droit. Mais non, je suis curieuse d'avoir, est-ce que vraiment il y a eu des enfants on a réparés, puis on a eu des images d'avant et après. Après réparation, c'est à croire même qu'il n'y avait rien du tout au départ. Ça, c'est l'exemple de la fille là, qu'on voit sans voile sur l'image de droite. Oui. Et ça montre qu'elle a retrouvé un visage normal. Elle pourra grandir, être intégrée dans la communauté, faire ses études comme tout le monde et devenir un grand quelqu'un dans la République. Absolument. Alors on va finir avec quelques conseils pratiques. Conseils à titre préventif d'abord. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir un enfant qui porte une fente labiale? Oui, je disais donc que la fente labiale ou palatine intervient déjà très tôt dans la grossesse. Donc il est important de planifier les grossesses. Hors de question de se laisser surprendre par une grossesse. Il faut planifier la grossesse. Il faut planifier la grossesse, donc il ne faut pas être en train de prendre des médicaments pendant cette grossesse. Il faut que cette grossesse vienne trouver un organisme bien nourri, dans un bon état nutritionnel pour qu'il n'y ait pas de déficit en acide folique, ce qui peut favoriser l'apparition des fentes. Bon, voilà, il faut éviter les prises médicamenteuses, l'automédication, il faut éviter le tabac et l'alcool à début de grossesse et pendant toute la grossesse. Et voilà, quand ça intervient, il faut vite agir, il faut aller dans les centres partenaires de Smile Train pour bénéficier vraiment de tous les avantages et il faut vraiment lutter contre la stigmatisation. Il faut que toute la société, toute la communauté interviennent, contribuent à la bonne prise en charge de ces fentes labiales et palatines. Surtout qu'aujourd'hui, la prise en charge est possible et dans toute sa globalité. Absolument. Et on peut retrouver, on retrouve cet enfant-là demain bien portant. Absolument, comme tout autre enfant, ils ont de l'avenir. Plus question de cacher ces enfants-là. Il faut les sortir. Et les amener vers les centres. Vous intervenez au niveau de l'hôpital de Ndali? Oui, nous sommes à Ndali, nous sommes dans un centre médico-social d'Andali, mais il y a aussi 2 autres centres partenaires de Smile Train au CNHU par l'intermédiaire de l'ONG Viami et à l'hôpital évangélique de Bembereke. Voilà. D'accord. Docteur Ossé Martin, vous êtes médecin et chirurgien. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci d'avoir partagé toutes ces expériences avec nous. C'est moi qui vous remercie, Madame Nathalie. Merci beaucoup.
Voilà, et merci à vous deux. Très bonne journée à vous. On va retrouver l'actualité avec l'ensemble des parutions du jour, lecture des journaux, décryptage et présentation. Narcisse Alossé, c'est la revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le programme d'investissement public exercice 2021 a été présenté au Parlement hier et les journaux en parlent ce matin. Selon le quotidien Fraternité, qui nous rend compte de cet exercice fait par le ministre d'État chargé du plan du développement, Abdoulaye Biachane, le document prévoit 230 projets et programmes contre 220 en 2020. Le journal va encore plus loin et précise qu'il y aura un investissement de 579,235 milliards de francs CFA contre 476,718 milliards de francs CFA en 2020. Le même sujet fait la manchette du journal La Nation. Projet PIP 2021, écrit le quotidien du service public, plus de 579 milliards de francs CFA d'investissement prévus. Le document dévoile aussi quelques projets d'investissement comme le nouveau siège de l'Assemblée nationale dont les travaux démarreront en 2021, ajoute Fraternité. Résilience et relance de l'économie face à la Covid-19, écrit en gros titre mon confrère, les ambitions de Patrice Talon en fin de mandat. La publication fait aussi dans ces colonnes un aperçu sur les exonérations fiscales contenues dans le projet de loi de finances 2021. Une loi de finances dont le projet a été présenté à la représentation nationale quelques heures avant le PIP. Projet de budget de l'État, gestion 2021. Les grands axes présentés aux députés peut-on lire à la une du quotidien La Nation. Ici, précise Fraternité, la présentation a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani. Le journal rappelle que le projet de budget général de l'État, gestion 2021, s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2452,192 milliards de francs CFA, avec le passage de déficit global prévisionnel de 5,1% en 2020 à 4,5% en 2021. Et au moment où le quotidien Fraternité parle des ambitions de Patrice Talon en fin de mandat, la cloche se demande les réelles motivations de la présence de l'homme du nouveau départ à Parakou. Le chef de l'État attendu ce jour à Parakou, que cache la descente de Patrice Talon dans la cité des Koboro, s'interroge le journal. En tout cas, informe une bonne partie des publications, le président de la République y va pour constater le niveau d'avancement des travaux de construction d'infrastructures lancés par son régime. Pour l'élection présidentielle de 2021, le journal Matin Libre rapporte les propos de l'ancien député Léon Basile Rossi, membre du Parti Les Démocrates. Et l'homme dit en haut de une de mon confrère que le Parti Les Démocrates ne va pas négocier les parrainages. Et à propos du récépissé du parti, Matin Libre nous informe que les militants ont écrit au préfet de l'Atlantique et de la Tonga. Dans la suite, ce matin, La Nation nous apprend que les travaux de réhabilitation du siège de la Cour constitutionnelle sont presque à terme. Et selon le journal, les travaux seront livrés en décembre prochain. Toujours dans la suite, ce matin, l'enseignement et les journaux nous apprennent que l'École supérieure de management ESM Bénin reprend avec ses traditionnels séminaires spécialisés. Et le premier numéro au titre de cette année académique 2020-2021 s'est déroulé le week-end dernier, informe mes confrères. Face à plus de 400 étudiants de cette école, détail Fraternité, le promoteur a passé en revue l'origine de cette pratique professionnelle. Et selon le docteur Isidore Moueddo, dont les propos sont rapportés par Fraternité, l'ambition est née de la volonté de lier l'emploi salarié et l'installation à son propre compte, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Et pour le compte de ce premier numéro, plusieurs communications avec des thèmes aussi variés qu'importants ont été animées, ajoutent les publications qui annoncent le prochain rendez-vous pour décembre 2020. L'USM, rappelle Fraternité, c'est déjà plus de 10 ans d'expérience académique avec son credo connu de tous, le chemin vers l'emploi. Toujours dans l'enseignement, le quotidien La Cloche nous informe d'un élan de générosité du chargé de mission du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Essotique Juste Agnoro. À en croire le journal, l'homme a fait don de kits scolaires aux apprenants de plusieurs écoles primaires et maternelles situées dans la commune de Waké, sa commune d'origine. Un geste qui, ajoute mon confrère, vise à augmenter le taux de scolarisation et surtout le taux de rétention des filles issues des familles vulnérables à l'école. Et
Et selon le donateur, dont les propos sont rapportés par la cloche, le maintien des enfants à l'école dans des conditions adéquates relève de la responsabilité collective. Il est aussi question de l'insécurité dans la presse ce matin. À Parakou, pointe le journal Matin Libre, 2 présumés cybercriminels ont été interpellés par le commissariat de police du 2e arrondissement. À Natitengu, informe Fraternité, 3 corps sans vie et déjà en décomposition ont été découverts samedi dernier dans le 3e arrondissement. Il s'agit, selon mon confrère, d'un homme de 70 ans environ, d'une fillette de 4 ans et d'une femme de 42 ans, tous assassinés. Les victimes auraient été poignardées avant de recevoir des coups de machette, indique Fraternité. Pour le moment, ajoute le journal, la police mène les enquêtes pour identifier les auteurs de cette scène d'horreur. C'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à demain. Voilà, c'est sur ces informations que nous refermons votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain mercredi avec beaucoup d'autres sujets abordés avec l'ensemble des chroniqueurs et rubricards. Prenez donc le rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.